L'épidémie de Zika se développe amplement en Guadeloupe. 29 communes sont désormais touchées. L'ARS tire la sonnette d'alarme. Le point épidémiologique et le rappel des gestes simples pour éviter les piqûres avec Isabelle Hameau. Mieux vaut prévenir que guérir. L'Agence régionale de santé lance la semaine prochaine la semaine européenne de la vaccination. La piqûre indispensable qui permettrait d'éviter nombre de décès et d'hospitalisations. Nathalie Dinan et Moïse Dexter vous diront tout ce que vous devez savoir sur ces bienfaits. Et la voie ferrée du site de Beauport est de nouveau opérationnelle. Elle a été inaugurée aujourd'hui, l'aboutissement de 6 mois de travail acharné. Désormais, il sera possible de voir le Nord Grande Terre comme jamais. Le reportage de Linda Kayarsi à venir. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Il ne s'était pas encore propagé à vitesse grand V dans notre archipel, mais c'est désormais le cas. 349 Guadeloupéens ont contracté le virus Zika, selon l'Agence régionale de santé. 29 communes sur 32 sont désormais concernées. Le point avec Isabelle Hameau. 49 et 46 nouveaux cas hebdomadaires de Zika ont été enregistrés sur les 2 dernières semaines, ce qui porte à 306 cas biologiquement confirmés. Parmi ceux-ci, 14 étaient des femmes enceintes, certaines d'entre elles ont déjà accouché. Les complications survenant chez un fœtus d'une mère contaminée par le virus sont en surveillance. Pour l'heure, aucune n'a été détectée. Concernant les complications neurologiques, une seule a été signalée depuis le mois de janvier. L'ARS fait état de 1681 cas cliniquement évocateurs, incluant 67 nouveaux cas depuis le dernier point épidémiologique. En Martinique, l'épidémie se poursuit. À Saint-Martin, 9 nouveaux cas confirmés de Zika ont été enregistrés, totalisant ainsi 52 cas depuis le début de l'émergence. Parmi eux, une femme enceinte. À Saint-Barthélemy, aucun cas de Zika biologiquement confirmé n'a été identifié à ce jour. Autre prévention, celle qui concerne la vaccination pour se prémunir des maladies. L'Agence régionale de santé lancera dès lundi la semaine européenne de la vaccination dans tous les établissements de santé recevant du public, y compris les écoles. 7 jours pour rappeler l'importance de se faire vacciner. Tous les bénéfices expliqués par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Se faire vacciner, c'est se protéger et protéger les autres. Ce message sera martelé tout au long de la semaine prochaine par les équipes de l'Agence régionale de santé afin de promouvoir la vaccination. L'objectif, c'est que le nombre de personnes qui se font vacciner augmente sur un certain nombre de vaccins. Donc là, en fait, je dirais que c'est une piqûre de rappel aussi pour dire que la vaccination, ça a été un progrès immense pour la santé de la population. Je rappelais tout à l'heure que la diphtérie, c'était 3000 morts par an, que le tétanos, c'était 1000 morts par an. Et là, en fait, sur les 2 siècles qui viennent de se passer, on a fait un gain extraordinaire. Donc, et maintenant, le nombre de vaccins augmente. On a donc des vaccins contre le cancer du col de l'utérus, contre l'hépatite B, qui eux aussi conduisent à des décès et qui eux aussi conduisent à des maladies. Donc l'idée, c'est effectivement de rassurer la population, informer la population, la rassurer, se coordonner, puisque notamment le médecin généraliste, il a un rôle très important pour apporter l'information à la population. Et la ministre a souhaité qu'un grand débat se déroule au cours du 2e semestre 2016 pour justement donner toutes les informations à la population et pour l'inciter à se faire vacciner. Le nombre de vaccins conseillés augmente chaque année, mais pas suffisamment, car de nombreux cas de décès ou d'hospitalisation auraient pu être évités. Il est obligatoire de se faire vacciner pour le DTP, diphtérie, tétanos, polio, et les autres sont des vaccins conseillés. Si je prends la grippe par exemple, on sait qu'on a eu des décès ici en Guadeloupe pour la grippe. Le vaccin de la grippe, remboursé par la sécurité sociale, évite des décès. Donc ça n'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé. La promotion de la vaccination doit être portée par l'ensemble du personnel médical. À l'adolescence et à l'âge adulte, le suivi n'est plus aussi régulier. Ces 2 cibles sont pourtant particulièrement exposées aux maladies infectieuses. Il faut déjà stimuler, inciter la maman à faire vacciner son enfant. Et puis il faut diffuser au niveau de tout le personnel médical, les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes, les infirmiers, tous ceux qui gravitent autour de la femme et de l'enfant. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus en est un exemple concret. C'est une maladie de la femme jeune. Donc si on dépiste la pathologie, on fait la prévention ou alors on dépiste les stades
les stades précancéreux, eh bien, ces femmes ont toute leur vie sans problème. On arrivera alors à éradiquer cette maladie très grave et lutter contre de nouvelles infections. Se vacciner, c'est un droit individuel et un devoir collectif. Le secteur artisanal est le premier secteur économique de la Guadeloupe. Plus de 12 000 entreprises artisanales enregistrées en 2014, mais également une activité fragile. Patrick Chouan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le premier vice-président du conseil d'administration de l'Agence pour le développement de l'artisanat des îles de Guadeloupe, une nouvelle structure unique au service des artisans. Je vous propose d'abord de regarder le reportage de Patrick Curie qui présente la structure et nous reviendrons vers vous après. Merci. On regarde ensemble. L'Agence de développement de l'artisanat des îles de Guadeloupe est un nouveau partenaire des artisans qui se veut au plus près de leurs problématiques, avec la création d'un fonds d'intervention d'urgence, mais aussi une aide aux jeunes créateurs. Il souhaite apporter des solutions là où les institutions titulaires telles que la Chambre des métiers de l'artisanat n'ont pas compétence, entre autres dans le domaine juridique, sans pour autant les remplacer. Nous allons effectivement signer une convention avec la Chambre très prochainement pour justement proposer, parce qu'effectivement nous avons constaté qu'il y a un vide par rapport à ça. Effectivement c'est la mission de la Chambre, nous n'allons pas prendre la place de la Chambre, ce n'est pas le but. Le but c'est effectivement de créer cette structure et d'aider, et nous disons à la Chambre, bon voilà, nous sommes votre bras armé dans cette zone-là au niveau de l'artisanat pour accompagner et mieux développer l'artisanat en Guadeloupe. La Chambre des métiers, ça existe avec différents partenaires à droite à gauche, mais nous réunissons tous sur un plateau. Donc nous facilitons encore le travail, effectivement, de la Chambre. Dans cette organisation, de nombreux experts, comme le cabinet d'avocats Judexis, qui signe une convention de partenariat. Nous avons acté le partenariat entre Judexis, avocats et la DEG. Et ensuite, très rapidement, nous avons déjà vu avec le président de la DEG que la semaine prochaine, nous allons nous revoir de façon à décliner les modalités d'intervention précises de Judexis. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'apport de Judexis pour les membres artisans, pour les artisans membres de la DEG sera un apport global. C'est-à-dire qu'ils auront accès aux avocats du droit des affaires du cabinet Judexis, qui seront à leur côté, qui répondront à toutes leurs problématiques, que ce soit pour des interrogations, des questions juridiques, ou même en cas de procédure judiciaire, en cas de contentieux, nous serons aux côtés des artisans. Pragmatisme, proximité et professionnalisme, telles sont les valeurs défendues par la DEG dans un secteur dynamique avec près de 12 600 entreprises artisanales. Nul doute qu'elle aura fort à faire. Patrick Chouan, près de 45 000 personnes vivent de ce secteur en Guadeloupe, un secteur qui crée des emplois, mais aussi une grande précarité. Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés en Guadeloupe ? C'est vrai que l'artisanat aujourd'hui en Guadeloupe est le premier pourvoyeur d'emplois, mais c'est vrai aussi que les entreprises artisanales restent des entreprises très fragiles du fait que ces entreprises manquent souvent d'accompagnement, d'experts à côté d'eux pour les conseiller et surtout pour les aider à se développer. Et donc aujourd'hui, quand nous regardons les structures des entreprises artisanales qui restent des très petites entreprises, nous avons bien vu qu'il y a un potentiel pour créer de l'emploi. Et donc, avec nos experts, nous pensons que ce potentiel, on peut le transformer en emploi réel. Quand on connaît le taux de chômage que nous avons en Guadeloupe, donc aujourd'hui, véritablement, l'ADEC veut se placer à côté de ces petites entreprises pour leur permettre de se développer et de créer de l'emploi. Mais quels sont les écueils ? En fait, les entreprises, la difficulté des petites entreprises, le chef d'entreprise, il maîtrise très bien son art. Mais aussi, ce chef d'entreprise, c'est lui qui fait la commercialisation de sa production. C'est lui qui gère l'entreprise, c'est lui qui fait l'administration de l'entreprise. Donc, vous comprenez bien, il ne peut pas tout maîtriser à condition d'avoir vraiment les mains magiques. Mais en général, l'artisan, il maîtrise son art, il a un savoir-faire. Et normalement, à côté de ce chef d'entreprise, nous devons apporter, en tout cas, les instances doivent mettre à côté de ces chefs d'entreprise les personnes pour les aider, justement, et c'est là que l'ADEC intervient, en proximité, pour accompagner ces chefs d'entreprise, pour leur permettre, bien évidemment, de se développer, de créer de l'emploi. On a le sentiment, en tout cas, que le secteur de l'artisanat en Guadeloupe est en train de s'organiser. Quelles seront les aides concrètes qui sont apportées ? Alors, le secteur, bien évidemment, s'organise. Nous avons vu la création
de l'ADEG, qui est le fruit, en fait, de longues années de travail, mais surtout de rencontres, de réunions, de visites de terrain avec ces entreprises. Et aujourd'hui, nous savons que le gouvernement fait de l'emploi sa priorité. Donc, bien évidemment, l'ADEG, avec le plateau d'experts que nous avons autour de nous, nous emmenons pour ces chefs d'entreprise les informations, surtout les outils nécessaires pour les accompagner dans leur développement. Comment vous vous positionnez par rapport à la Chambre de l'artisanat ? La Chambre des métiers, oui. La Chambre des métiers, c'est une institution qui gère le répertoire des métiers, qui gère le CFE et qui accompagne le développement économique des entreprises artisanales. C'est vrai, mais c'est une institution qui n'a pas forcément tous les moyens pour intervenir comme nous voulons le faire. L'ADEG, c'est une petite structure, bien évidemment, plus apte à venir sur le terrain, de venir en proximité, à côté des chefs d'entreprise, avec le plateau d'experts que nous leur présentons, pour venir en aide, pour venir à côté de ces chefs d'entreprise. Donc nous agissons en complémentarité de notre organisme tutélaire et bien évidemment, l'ADEG est un élément indispensable dans le dispositif même, je dirais, de la Chambre des métiers et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, nous allons probablement travailler en synergie avec cette Chambre des métiers parce que nous sommes rendus compte qu'il y a véritablement un besoin des chefs d'entreprise pour l'encadrement, pour l'accompagnement. Donc l'ADEG se situe véritablement en proximité, à côté des chefs d'entreprise, avec un plateau d'experts pour les aider dans leur développement. On a également en Guadeloupe l'Université des métiers à Saint-Claude, qui est quasiment vide. Est-ce que vous avez l'intention, en tout cas, d'inciter les jeunes à se tourner vers ces filières ? Oui, bien évidemment. Peut-être qu'on aurait pu pousser la question un peu plus loin, poser les vraies questions. Pourquoi cette université est vide ? Bon, nous avons quelques idées, nous avons quelques pistes de réflexion là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut encourager les jeunes à aller vers les métiers de l'artisanat. Et surtout aujourd'hui, les métiers de l'artisanat, ce sont véritablement des métiers je dirais, de haute technologie. Parce qu'un artisan n'est pas ce qu'on considérait traditionnel. Vous avez des pistes de réflexion, quelles sont les réponses ? Les pistes de réflexion pour... expliquer ce phénomène, justement. Justement, l'université, c'est vrai, il faut encourager les jeunes à venir vers les nouveaux métiers de l'artisanat, parce qu'il y a des nouveaux métiers, il y a de nouveaux secteurs, surtout en matière de développement de l'environnement, en matière de développement de technologies nouvelles. Il y a des métiers où nous pouvons inciter les jeunes à venir. Mais ce n'est pas tout d'inciter les jeunes à venir. Après, il faut un suivi. Et c'est là aussi, il faut faire attention. Il faut un suivi, il faut accompagner véritablement ces jeunes. Et c'est vrai que si aujourd'hui, cette institution, cet outil, qui est un bel outil, est aujourd'hui vide, eh bien, il faut se poser des questions. On le sait, de nombreux artisans rencontrent des difficultés avec le RSI, la sécurité sociale obligatoire des indépendants. Aurez-vous compétence pour les aider justement à régler leurs litiges ? Alors, la problématique du RSI, c'est vrai que c'est un problème vraiment crucial pour les chefs d'entreprise. Et c'est vrai que c'est un problème récurrent. Nous avons bien évidemment entendu plusieurs groupes de personnes manifester, dont moi-même j'ai été parmi ces personnes-là à manifester. Mais je crois que pour régler véritablement ce problème, nous devons changer de méthode. Il faut adopter une méthode gagnante surtout, mais surtout réfléchir à une stratégie pour résoudre véritablement ce problème-là. Il faut déjà identifier quelles sont les causes, pourquoi les chefs d'entreprise aujourd'hui ne peuvent pas payer le RSI. Donc quand nous avons identifié ces causes-là, il faut mettre en cause quelqu'un aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et quand nous avons identifié tout cela, maintenant nous faisons des propositions que nous devons porter au plus haut niveau des responsabilités, au plus haut niveau de l'État, auprès du ministère de l'Artisanat, pour traiter véritablement ce problème et surtout le traiter de manière à ce que les entreprises artisanales de Guadeloupe puissent gagner, parce que ce sont ces entreprises qui créent l'emploi et le gouvernement veut créer de l'emploi. Donc il faut écouter les propositions que les chefs d'entreprise feront en ce sens. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Restez avec nous. 60% des Guadeloupéens sont propriétaires de leur logement. Beaucoup aspirent à le devenir. Et c'est pourquoi beaucoup de nombreux professionnels sont actuellement au WTC à Jarry pour le salon de l'immobilier. Nathalie Dinan et Moïse Dexter ont également poussé les portes de ce salon. On regarde leur reportage. Le salon des 3 jours de l'immobilier est devenu le rendez-vous incontournable en 12 ans. Lorsqu'on a un projet de construction, d'achat, de vente ou de rénovation. Cette année, c'est le prêt à taux zéro qui est élargi.
Donc il y aura beaucoup plus de primo-accédants s'ils le souhaitent qu'auparavant. Et il y aura aussi des coachs décoration cette année, parce que ça on a eu une grosse demande. Il y aura donc un paysagiste qui pourra conseiller, puisque le jardin c'est aussi une pièce de la maison. Il y aura une coach décoratrice et un architecte d'intérieur qui vont recevoir les gens 20 minutes gratuitement, et donc pour les conseiller en fait sur les différentes problématiques qu'ils ont chez eux. L'éco-construction reste le cœur de cible. Sur place, vous pouvez trouver plus d'une quarantaine d'exposants, des constructeurs, des financeurs, des décorateurs, mais également des cabinets conseils. Ces professionnels sont là pour vous aider à ficeler au mieux le projet de toute une vie. Quand vous entrevoyez la possibilité de réaliser le rêve qui sera le rêve de votre vie, c'est d'aller voir des gens comme la DIL ou d'aller voir des gens comme le CAUE, de voir globalement tout ce qu'il y a à faire, de mettre ça après, d'y réfléchir, et puis après, dans ce salon-là, effectivement, on réunit toutes les institutions, les professionnels de la construction notamment, tous ceux en tout cas qui ont les garanties légales. L'accession à la propriété n'est plus un rêve lointain. Plusieurs solutions sont proposées sur ce salon. À vous de venir les découvrir. Et sachez que le salon ouvre ses portes ce soir jusqu'à 20h30 et vous pourrez également vous y rendre demain toute la journée jusqu'à 19h30. Ils absorbent le CO2, limitent le changement climatique et filtrent l'air que nous respirons. Les arbres de notre terre étaient célébrés aujourd'hui à l'occasion de la Journée de la Terre. Mais au fait, avez-vous eu connaissance des 2 petits gestes simples que l'association Végétal Plus invitait les Guadeloupéens à faire pour marquer cette journée? Patrick Hury s'est chargé de vous interroger. Alors selon votre question, il n'y a pas grand-chose à réfléchir. Il faut simplement mettre les ordures dans les poubelles. Et naturellement, le deuxième geste, ça serait certainement de... Alors lequel? Peut-être planter des plantes, voilà. Voilà. Il faut déjà, avant de sortir à l'extérieur aujourd'hui par exemple, eh bien, il faut récolter, il faut rassembler tous les débris que l'on a à la maison, quels qu'ils soient, et puis les mettre sous emballage de préférence écologique. Et puis après, faire la même chose lorsqu'on est à l'extérieur, aussi aller vers les poubelles. Ouais, éteindre la lumière et planter la plante aujourd'hui. Les 2 gestes, c'est de la cultiver, pour produire des certains aliments. Non. Alors c'est planter un arbre et éteindre la lumière pendant 1 heure. Qu'en pensez-vous? Ok. Bon, pour la lumière, planter, c'est pas de mal avec. Je vais planter, mais bon, éteindre la lumière, ça va. Alors sans savoir, c'est qu'il faut éteindre la lumière pendant 1 heure de temps et puis il faut planter un pied bois. Je ne pense pas que ça soit bien que c'est universellement, mais pour payer en nous, d'après mon lot d'autres butins avant à faire. Une semaine pour déconstruire le modèle du bad boy, c'est-à-dire du mauvais garçon. Depuis mercredi, la ville de Fort-de-France en Martinique s'est lancée dans une lutte contre la délinquance et la violence. Et ceci passe par l'image qu'ont les jeunes de leur apparence. Il faut dire que la musique et les clips ont une véritable influence sur ces derniers. C'est d'ailleurs le sujet de la conférence organisée au Grand Carbet du Parc Aimé-Césaire. Plus de 600 collégiens y ont participé. Le reportage de Louis Sabaz. J'aime bien des artistes comme Bougo aussi, et comme La Fouine aussi. Gucci ici, Rihanna, Nicki Minaj. Quelques artistes appréciés par les jeunes, mais aussi des noms qui véhiculent des images présentant des bad boys de plus en plus répandus. Médias traditionnels ou réseaux sociaux, difficile pour la nouvelle génération d'y échapper. Ça partout, sur tous les réseaux sociaux pratiquement. Lorsque je vois ces clips et ces films-là, ça donne quand même une envie de reproduire la même chose. C'est dans la société actuelle qu'on n'y échappe pas facilement. C'est vraiment se mettre là sur ses épaules. C'est parfois difficile de se remettre dans le droit chemin. L'argent facile, le culte du truand, un état d'esprit devenu problème majeur pris à bras le corps par le Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance de Fort-de-France. Et pour sensibiliser les 700 jeunes présents, psychologues, artistes et chercheurs se livrent à un débat interactif. Il s'agit de bien marquer la différence entre la réalité et des images qui peuvent servir de référence à un jeune public. Les plus jeunes sont un peu plus influençables parce qu'ils n'ont pas le recul. Ceux qui vivent dans des environnements instables
de par leur foyer, ou ça peut être un quartier, voilà. Ça peut avoir une influence plus forte sur eux. On a maintenant aussi des gens, des jeunes qui ont envie de se construire, envie de se faire voir et envie d'être dans une société qui parfois leur bouche les horizons. Il y a de cela 20 ans, 30 ans, ce n'était pas compliqué de s'insérer dans la société. Aujourd'hui, à Bac plus 5, Bac plus 10, moi j'ai eu des soucis pour m'insérer. J'ai pris du temps à m'insérer. Donc on a aussi une réalité sociale qui a changé. Avec l'image du bad boy, il y a les armes, l'argent, mais aussi celle de la nudité et des femmes. Une hypersexualisation bien ancrée dans la société. La sexualité, elle est partout, de toute façon. Qu'elle soit commercialisée maintenant, ça c'est autre chose, mais de fait, la sexualité est partout. Donc il faut plutôt apprendre à faire avec la sexualité, à comprendre la sexualité, à prendre la distance nécessaire pour ne pas faire l'amalgame de tout et n'importe quoi. Les enfants, il faut leur parler. Au sein de la famille, justement, c'est important de faire ça le plus tôt possible pour pas que ce soit d'autres qui leur parlent et qui donnent de mauvaises images, de mauvaises idées ou de mauvais principes. À l'issue de la rencontre, certains jeunes affirmaient avoir ouvert les yeux sur les dangers des idées véhiculées dans certains clips et des effets sur leur comportement. Restez avec nous. Dans un instant, nous verrons l'inauguration de la voie ferrée, de nouveau opérationnelle sur le site de Beauport. Et puis, nous verrons l'exposition consacrée à la protection de l'environnement. Elle est fraîche, légère et guadeloupéenne. La bière Corsair vient de décrocher la médaille d'argent du concours international Monde Sélection à Bruxelles en Belgique. Un beau succès pour cette bière produite chez nous depuis près de 30 ans. On regarde le reportage d'Isabelle Hameau. Nous sommes à Jarry et c'est ici que se distribue en masse la bière Corsair. Cette bière locale remporte une médaille d'argent au concours Monde Sélection. Ce label récompense les meilleures bières du monde qui sont dégustées par des spécialistes belges. Inscrit pour la première fois de son histoire au concours Monde Sélection de Bruxelles, elle décroche la médaille d'argent, une distinction remarquable lorsqu'on sait que le concours Monde Sélection est une référence dans le domaine des brasseurs, dans le domaine de brassicole. Cette médaille représente pour nous la récompense internationale d'un savoir-faire local. Donc 2016 marque une nouvelle page de l'histoire de Corsair. Bien que représentée qu'à 20% sur le marché des bières blondes en Guadeloupe, la Corsair a su se distinguer par sa qualité et sa légèreté. Sa recette est transmise de génération en génération depuis 30 ans pour conserver son goût inimitable. C'est une bière déjà qui a 30 ans, c'est une bière légère, une bière, disons, guada, on va dire, une bonne bière qui est fabriquée, le fait de le savoir-faire local, qui est fait localement, qui donne son côté, voilà, un côté particulier, on va dire. On est en train de travailler sur de la bière aromatisée, qui en ce moment, c'est quelque chose que tout le monde aime. Donc nous, Corsair, on va essayer, nous aussi, de se mettre dans la bière aromatisée. Donc on teste quelques parfums. On n'est pas encore arrêté sur les parfums, mais dans un avenir proche, il y aura la Corsair aromatisée. Cette prestigieuse récompense arrive au moment où la bière Corsair entame de nouvelles gammes et nouveaux packaging qui seront lancés à la mi-2016. Et malgré ce prix obtenu de haute lutte, cette boisson est à consommer avec modération. Opération séduction pour François Fillon également en Guyane. Arrivé cet après-midi à Cayenne, l'ancien Premier ministre a entamé une visite intense durant laquelle il entend présenter son programme pour les Outre-mer. On l'écoute. Je viens pour faire campagne dans le cadre de l'élection présidentielle. Je viens présenter en particulier à tous ceux qui iront voter à la primaire de la droite et du centre mon projet. Et puis je viens en même temps écouter les forces vives de la Guyane pour bâtir mon projet pour l'Outre-mer. L'Outre-mer, pour moi, c'est une chance pour la France. La France est une puissance mondiale, mais qui est de plus en plus contestée par des nouvelles puissances qui montent dans le monde. Et si on ne veut pas se recroqueviller sur nous-mêmes, il faut rayonner. Et rayonner dans le monde, c'est d'autant plus facile pour la France qu'elle a ses Outre-mer. Les Outre-mer ont besoin de plus d'autonomie, de liberté, d'adaptation. Voilà. Et on est dans un pays qui est trop réglementé. Il est trop réglementé en métropole, mais c'est encore plus insupportable quand on est outre-mer. Et donc moi, je veux qu'on allège toutes ces réglementations et qu'on mette en place des dispositifs pour que vraiment les spécificités des Outre-mer soient respectées.
Parlons maintenant de cette initiative de la maison de quartier des Lauriers à Pointe-à-Pitre. 6 jeunes ont décidé de se mettre au service des personnes âgées de leur quartier. Une mission de 8 mois organisée dans le cadre du service civique. Isabelle Hameau. Cet après-midi, ils sont venus en nombre porter une aide à ces personnes âgées. Au programme, ateliers divers, 6 jeunes investis dans un service civique de 8 mois, à l'instar de Joëlla, 24 ans et sans emploi. J'ai voulu déjà en premier lieu venir en service civique pour déjà avoir de l'expérience pour moi-même et aussi vu que j'ai beaucoup entendu parler de solidarité, alors j'ai voulu voir qu'est-ce que ça donne et ça a bien servi parce que j'ai beaucoup apprécié. Malheureusement pour nous, ça se finit ce mois-ci. Une expérience enrichissante qui lui aura permis d'être à l'écoute de personnes âgées et d'animer des ateliers. C'est pour fabriquer des porte-courriers, on fait des sous-verts, des cendriers, un peu de ce qui nous passe par l'imagination et aussi on fait des recherches sur Internet pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. C'était enrichissant pour nous et vraiment le partage avec les personnes âgées, c'était magnifique. Ah oui, c'est dommage que ça se finisse déjà pour nous. Les jeunes qui sont là, depuis 8 mois je crois qu'ils sont là, ils sont très gentils avec, je ne sais pas pour tous les résidents, mais moi personnellement, je n'ai pas à les reprocher. En plus, ils ont pris un bon nom, comment ça s'appelle encore? Rayons de soleil. Alors, vous voyez, j'espère bien qu'ils seront les rayons de soleil pour les années à venir. Le service civique indemnisé à hauteur de 573 € net par mois est réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Nombreux en bénéficient en Guadeloupe. Une vraie opportunité pour la maison de quartier qui semble vouloir créer une cohésion intergénération. Très important. Déjà, nous sommes dans un petit pays où il y a tellement de violence, où il y a tellement de choses qui se passent. Et je crois que les personnes âgées, ce sont nos miroirs en fait. Ce sont ces gens-là qui peuvent nous conseiller, qui peuvent apaiser la jeunesse aussi. Depuis sa création en 2010, le service civique se déroule dans 80% des cas dans des associations. Pour espérer une montée en puissance, les collectivités doivent s'investir. De leur côté, les ministères sollicités ont déjà commencé à proposer des missions. Les entreprises, quant à elles, restent à l'écart. Le dispositif ne leur est pas destiné. Il ne doit pas remplacer un emploi. Le conseil départemental, en partenariat avec la Ligue guadeloupéenne de football, organise la 4e édition du tournoi international des jeunes de moins de 15 ans, les U15. Une manifestation à laquelle la TV Guadeloupe accordera une large place. Yvan Lemar, bonsoir. Bonsoir Barbara, bonsoir à tous. Vous êtes notre spécialiste sport, mais ce soir vous animerez en direct une émission U15 Le Mag. Dites-nous comment va se décliner cette émission. Alors U15 Le Mag est un magazine de 13 minutes entièrement consacré au tournoi international de football organisé par le conseil départemental, comme vous l'avez dit. Alors il y aura des reportages sur l'actualité pure du tournoi, mais aussi des portraits pour découvrir les différents acteurs de cet événement. Et puis il y aura aussi toujours en plateau des invités avec lesquels on pourra débattre sur différents thèmes liés toujours à cet événement. Yvan Lemar, vous ne serez pas seul ce soir, il y aura également des intervenants de l'extérieur? Oui, tout à fait. Alors, il y aura avec moi un consultant, Rudy Zorobabel, qui va nous apporter sa vision d'expert en foot et en événements sportifs. Il y aura aussi toujours un invité. Ce soir, ce sera M. Rosan Roseduel, le président de la commission sport du conseil départemental. Et puis, on va découvrir toute l'organisation de ce tournoi et puis aussi les Guadaboys qui vont défendre les couleurs de la Guadeloupe. Alors, le conseil départemental souhaite donner à cette manifestation une dimension internationale. En a-t-elle vraiment les moyens? Alors, il faut savoir, Barbara, que c'est la 4e édition. 12 équipes seront en compétition. Il y aura 3 sélections qui vont représenter la Guadeloupe, mais il y aura aussi une sélection venue de Martinique, d'Haïti, de Guyane. Il y aura aussi 3 équipes venues de l'Hexagone, Toulouse FC, l'Olympique de Marseille, le Stade Rennais, et aussi 3 équipes étrangères, Tottenham, du Royaume-Uni,
Fluminense du Brésil et Boca Juniors de l'Argentine. Donc vous voyez, il y aura du beau monde et puis on a suffisamment d'équipes pour donner vraiment une dimension internationale à cette compétition. Comment va se dérouler le tournoi? Alors, ce tournoi va se dérouler du 5 au 7 mai prochain. La première journée sera consacrée aux phases de poule. Là, le lendemain matin, vendredi 6, il y aura la suite et fin des phases de poule. Et puis l'après-midi, début des finalités. Le 7 mai, dernier jour de compétition, il y aura justement la fin des matchs de classement et puis la grande finale prévue à 20h au Stade des Abîmes. Vous l'avez dit, Yvan, le tournoi débutera le 5 mai en coulisses. Quel est l'état d'esprit? Parce que j'imagine que c'est une manifestation qui est très attendue. Alors oui, c'est une manifestation très attendue, c'est la 4e édition, les jeunes l'attendent depuis quelques années et ils savent se préparer, il y a 3 sélections comme je vous l'ai dit, et puis ce n'est pas tous les jours que nos jeunes Guadeloupéens peuvent se confronter à des équipes internationales, donc c'est une réelle chance et puis justement dans tous nos magazines, on va découvrir justement cette ferveur, cette envie qui a autour de cet événement qui est le tournoi international de foot du U15. Yvan Lemar, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que l'émission sera diffusée ce soir après la tranche d'information à 20h en direct. Est-ce que vous saviez que les balades en train vont reprendre sur le site de Beauport? Et oui, après 6 mois de travaux, de rénovation, la voie ferrée qu'emprunte le petit train était de nouveau opérationnelle. L'aboutissement d'un travail acharné, le reportage de Linda Kayarsi. Ce matin à Beauport, démonstration en direct des travaux effectués sur la voie ferrée du site. Pendant 3 mois et demi, mon équipe, soutenue par l'équipe de M. Élise, c'est-à-dire en tout, ça fait une somme de 12 agents, ils ont dû changer 1200 traverses, un peu plus de 1200 traverses, mais ce n'est pas que ça, c'est-à-dire aussi ces changements de rails, les changements d'éclisses, les changements de tire-fond, tout ça qui appartient à la voie même. Sous la chaleur, sous la pluie, dans des conditions qui ne sont pas forcément agréables et c'était vraiment extrêmement physique. Plus de 3 mois de travaux auxquels Patrick, jeune retraité depuis le mois de juin, a participé. Ça me fait un passement au cœur et je suis content à la fois parce que moi je dis à un certain moment, on a transmis son savoir, il faut que les gens qu'on a formés puissent transmettre leur savoir aussi à d'autres générations. En fait, quand j'ai remarqué, depuis que je suis arrivé en Guadeloupe, puisque j'étais à la SNCF, ils m'ont détaché, la seule chose que j'ai remarqué, que tous les gens qui ont travaillé sur le site de Beauport, ils aiment bien Beauport, mais ils aiment bien travailler sur la voie ferrée. Ils aiment la voie ferrée. Et en plus, dès qu'ils demandent une formation, dès on leur demande est-ce qu'ils veulent faire une formation, ils disent oui, je vais faire une formation, mais pour travailler sur la voie ferrée. Désormais, le petit train de Beauport sillonne le bassin canier du Nord-Grande-Terre avec des wagons entiers de découverte. Le package de base, c'est arriver à Beauport, visite du site, qui est un merveilleux site avec des espaces verts extraordinaires, des espaces musées. Ensuite, balade en petit train entre Port-Louis et Petit Canal. Et nous avons également d'autres produits qu'on propose à notre clientèle pour mettre en valeur les autres sites du Nord-Grande-Terre, qui sont des packages, c'est-à-dire Beauport, plus des sites, par exemple le Marais port-louisien, par exemple une balade dans le grand cul-de-sac marin à Petit Canal. On fait des packages pour permettre aux visiteurs de visiter les autres sites touristiques du Nord-Grande-Terre. Aujourd'hui, le pays de la canne se veut avant tout une offre touristique innovante et dynamique. Écoutez, il ne vous a pas échappé que le territoire du Nord-Grande-Terre est quand même un petit peu à l'écart des routes touristiques majeures. Donc si nous souhaitons attirer nombre de touristes ici sur le site de Beauport, il nous faut renouveler notre produit touristique, trouver un positionnement qui réponde à la nouvelle demande des touristes et qui soit quelque part innovant et que nous n'allons pas retrouver sur d'autres parties de notre territoire, de telle façon qu'on puisse les attirer, les faire rester et prendre plaisir dans cette partie du territoire qui a tellement d'atouts. En résumé, un nouvel atout de développement pour les communes de Petit Canal et de Port-Louis. Beauport a été un poumon de développement de Port-Louis et du Nord-Grande-Terre. Aujourd'hui, on ne peut pas, c'était au moment de la canne. Aujourd'hui, effectivement, on n'a plus de canne autant. Ce n'est pas en tout cas son premier objectif. Mais en termes d'atouts touristiques, avec la plage du Soufflet, il va falloir trouver le maillage nécessaire, faire que le Beauport, le pays de la canne, la plage du Soufflet, le port de Port-Louis, le lycée que nous avons, et bien tout ça dans un véritable projet bien pensé, bien structuré, que finalement ça sera pour nous le fleuron des atouts touristiques du Nord-Grande-Terre et de Port-Louis. La locomotive de Beauport, pays de la canne, avance donc sur de bonnes rails, en direction de terre pleine de promesses.
Ils ont décidé de se mobiliser pour lutter contre le gaspillage et le changement climatique à travers l'art contemporain. Eux, ce sont les collégiens et les lycéens de plusieurs établissements de la Guadeloupe. Avec l'aide d'artistes confirmés, ils ont participé à l'exposition Oui en Art au Fort Fleur d'Épée au Gosier, une œuvre résolument écologique. Linda Kayarsi. Des déchets à profusion, mais pour la bonne cause, celle de l'art, d'une réflexion engagée de jeunes Guadeloupéens sur notre relation à la société de consommation. On a été dans 20 établissements, on s'est partagé les établissements. Philippe Vérapin, qui est photographe, a fait ça en parallèle. Et on a vu beaucoup d'énergie. Et comment dire, les enfants ont créé, ils ont trouvé, ils ont fait comme nous l'expérience des matériaux. Et ma foi, quand on voit le résultat ici, on voit bien que ça a cogité. Il y a eu des belles expériences et l'exposition est magnifique et bluffante. Un art écologique à travers des icônes de notre société de consommation détournées et des messages publicitaires qui submergent notre quotidien. C'est une robe de mariée d'un jeune qui est passionné, d'un jeune qui va aller très loin, qui est très prometteur d'ailleurs du lycée Gerville-Riache. Alors lui, il a voulu faire une union futile à partir justement de choses futiles, parce qu'une fois que le déchet, une fois que l'objet n'est plus utile, il devient désuet. Donc à partir de toutes choses récupérées, il a monter une structure et il a voulu montrer un peu le côté justement un peu léger du mariage par le fait de la surconsommation. L'exposition Oui en Art questionne aussi sur la notion de récupération, une technique très présente dans la Caraïbe, de quoi donner des ailes à des artistes en devenir. On l'est tous, c'est après le temps qu'on accorde, mais tous les enfants sont imaginatifs, tous les enfants sont créatifs. Le faire soi-même, l'idée on l'a, quelque chose qui nous rappelle telle ou telle chose, c'est en soi. Et le garder vivant chez un enfant, je pense que c'est ça qui est le plus important. De ne pas aller à alarmer tout le monde en disant « Mon Dieu, la catastrophe est là ». Non, la catastrophe n'est pas là. Puisque l'homme a créé ces objets pour faciliter la vie, l'homme saura s'en resservir. Et les enfants sont les futurs de demain, les futurs adultes, les futurs décideurs. Si on ne les met pas au travail maintenant, c'est perdu pour toujours. Des œuvres originales, visibles jusqu'au 6 mai prochain, au Fort Fleur d'Épée du Gosier. Et on troque ses pinceaux pour vos stylos maintenant, l'heure des informations pratiques. Il y aura des coupures d'électricité demain à Pointe-à-Pitre de 8h à midi à la déchetterie de la Gabarre. Et puis si vous souffrez de pathologies respiratoires, il vous est conseillé d'éviter les activités physiques et sportives intenses demain. La qualité de l'air sera mauvaise. La préfecture a placé la Guadeloupe au niveau d'alerte orange pour la journée du samedi 23 avril. Une pollution principalement liée au passage des brumes de sable sur notre archipel. Et nous vous l'avions annoncé hier, la collecte de sang mobile sera demain à Saint-François, à l'avenue de l'Europe, de 8h30 à 12h30. Et puis lundi à Bemao, face à la clinique des Eaux Claires. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.